la pause décoloniale. Vous êtes avec Rosie. La pause décoloniale, c'est une émission diffusée sur Radio Djido, puis podcastée. Les femmes du pays Kanaki Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs vous parlent de décolonisation et d'émancipation. Le web, la toile, comment l'utiliser au service de la valorisation, de la promotion de la société kanak, de son histoire, de sa culture, de son actualité. On en parle aujourd'hui, jeudi 19 mai 2022, dans notre 7e édition. Présence Kanak, c'est le blog qui collecte, qui centralise, qui valorise et qui promeut la société, l'identité, la culture et l'actualité kanak. Le champ qu'il recouvre est vaste, alors sont mis en valeur sur ce blog des productions d'artistes kanak, d'écrivains kanak en herbe ou confirmés, personnalités kanak et aussi les podcasts kanak. Et effectivement, depuis le 11 avril, cette plateforme numérique diffuse également notre émission La Pause décoloniale. Présence Kanak, c'est un blog né d'une forte volonté de femmes du pays, et pas des moindres, de rendre visible l'identité kanak sur le web. Au regard du rapide succès que rencontre ce blog, fondatrices et contributrices se sont accordées sur la nécessité de créer une association pour renforcer les actions de ce blog. Cette association existe donc depuis cette année même, 2022, et porte tout simplement le même nom que le blog Présence Kanak. Je vous laisse découvrir cette initiative innovante et engagée avec une interview que j'ai menée auprès de 3 personnalités actives de Présence Kanak, 3 profils originaux qui se complètent car animés par la même volonté et la même énergie. Il s'agit de Claudia Rizé, Sonia Otéré et Marinka Tabi. Claudia Rizé, auteure, fondatrice de Présence Kanak, fondée en 2019 donc, présidente de l'association du même nom, créée en 2022 et enseignante. Métisse diluée, c'est comme ça qu'elle se qualifie, elle est issue d'une grande famille de voyageurs. Sa maman est née à Koné et est l'arrière-petite-fille de Louise Tatati de la tribu de Condé. Sonia Otéré, née Seiko, vice-présidente de l'association Présence Kanak, originaire de la tribu de Louéchila dans le district de Wedge. Elle est professeure d'anglais, créatrice de produits artisanaux, auto-éditrice, illustratrice, auteure de romans jeunesse kanak et elle est au service de la jeunesse dans sa communauté religieuse, dans sa tribu, à travers notamment le mouvement Tchédine. Marinka Tabi, membre active, récemment nommée rédactrice en chef de Présence Kanak, née d'une mère originaire de Kweni et d'un père originaire de Ponkot au Vanuatu, Marinka est chargée de mission dans l'ONG ITIP. La mission de l'ONG est de promouvoir les notions de l'économie sociale et solidaire au pays. Voilà pour les présentations de nos invités. Je vous laisse découvrir leur interview enregistrée le 30 avril 2022. Bonne écoute, bonne découverte. Alors, qu'est-ce que Présence Kanak ? Présence Kanak, c'est une synergie d'énergie guidée et portée par un poteau central intergénérationnel, on va dire d'une case qui regroupe l'ensemble du peuple kanak, y compris les métis. Puis même plus loin, une volonté de faire sortir de l'invisibilité la société kanak. De la visibilité virtuelle ? Pas seulement. La société kanak, on sent qu'il y a une censure, que c'est compliqué de leur laisser la parole, ou alors c'est choisi. Qui parle, qui peut parler, qui ne peut pas parler. Et c'est toujours les mêmes qui parlent dans la société kanak. Qui est à l'origine de ce projet ? Alors, ça a commencé d'abord avec un groupe Facebook. C'est Ivana Lepeu, la fille du sénateur Bernard Lepeu, et Marilyn Sinowami, qui est la mère de Maré. Et ensuite, c'est Ivana qui cherchait à garder tous les textes, tous les partages qu'il y avait sur le groupe, qui s'était dit il faut qu'on le garde et qui a souhaité qu'un site, un blog au départ soit créé. Donc elle avait demandé à sa fille, mais sa fille n'avait pas eu le temps et j'avais proposé de le faire. Et ensuite il y a le site aussi Présence Kanak, mais après Présence Kanak il y a l'association. Et l'association là c'est face à la demande des jeunes Kanak qui souhaitaient être accompagnés notamment dans la production de leurs écrits que j'ai choisi de créer l'association. Puis c'était beaucoup plus rassurant pour eux. Et j'en ai parlé à tous ceux qui aujourd'hui sont devenus les membres du bureau et chacun a validé le projet. Donc tu as répondu en partie à ma prochaine question. En fait, les objectifs de ce projet, ça partait justement de ce constat que les jeunes Kanak avaient besoin d'accompagnement dans leur production. Le premier objectif,
surtout pour le site, c'était d'en faire un site pédagogique parce que on s'était rendu compte, d'abord parce qu'on est enseignante, Ivana est enseignante, Marilyn aussi et moi aussi, que les jeunes Kanaks, notamment, ne connaissaient pas l'histoire de la société kanak. Donc, il était vraiment important de faire en sorte qu'on partage ces informations. Donc, elles ont choisi d'abord, Ivana et Marilyn, quelque chose qui était simple, qui était passé par Facebook parce que beaucoup de jeunes y sont, et de partager des informations, puis aussi de donner la parole aux Kanaks qui souhaitaient se raconter. Donc déjà, il y avait l'idée de le narratif, il faut qu'on se le réapproprie. Donc voilà, après quelques mois de fonctionnement, il faut qu'on garde ces textes, ça passe donc sur un site, sur un blog, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'était vraiment le premier objectif, c'était de permettre de donner, de présenter l'information. Et ça s'est arrivé très vite, on a compris que les enseignants recherchaient eux-mêmes ce type de renseignement, un petit peu un site, une base de données où on peut tout trouver, enfin pas tout trouver, mais trouver des textes, des informations, que ce soit regroupé, que ce soit plus facile pour les recherches et notamment pour les élèves. Mais c'était vraiment ça. Ensuite, oui, les informations qu'on récolte au fur et à mesure, on va les chercher un petit peu partout. On va chercher sur les médias, on va chercher sur le site du vice-rectorat, on va chercher des écrits aussi par des enseignants. Dès qu'on voit sur LinkedIn ou sur Facebook des choses qui sont racontées, qui sont intéressantes, on va les chercher. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de Kanaks qui écrivaient. Donc, et en allant vers les jeunes, en leur demandant d'écrire eux, ça a été à chaque fois, oui, mais moi, je ne sais pas bien faire. Je ne sais pas écrire. Alors ça fait mal au cœur parce que, voilà, c'est pas vrai. On sait écrire le français en Nouvelle-Calédonie et on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être aidé. Et donc, on est parti ensuite en deuxième objectif on va aider les jeunes auteurs, mais aussi les plus anciens parce que il y a des auteurs kanaks qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à être édités et publiés, qui ont 20 ans, 30 ans de bouteilles, comme on dit. Et le troisième grand objectif, c'est un petit peu comme les amis du musée de la Nouvelle-Calédonie, c'est de regrouper aussi des personnes autour de nous pour aider, pour devenir pas les amis du centre Chibaou, mais un petit peu la même chose pour accompagner le centre Chibaou dans son développement, accompagner la DCK, être un soutien auprès de la DCK. Alors, d'où vient ce nom Présence Kanak? Pourquoi avoir donné ce nom à ce beau projet? Tout simplement par rapport à, c'est vraiment en référence à l'ouvrage La Présence Kanak de Jean-Marie Chibaou. Et ça, c'est Ivana et Marilyn qui l'ont choisi. Et puis, pour elle, c'était important, donc pour marquer la présence et puis pour marquer la présence de la société et la culture kanak sur Internet. Donc, il y a vraiment deux choses qui ont influencé le nom. Pourquoi un site web plutôt qu'un autre support? Parce que c'est plus facile. L'archivage, la lecture, tout le monde passe, même sur le téléphone, la façon dont est construit le site, ça se lit facilement. Et puis l'archivage, c'est plus facile. Ensuite, on s'est appuyé sur ma propre expérience des web médias. Et puis moi, je garde en mémoire, j'ai ce souhait-là, c'est qu'un jour, il y ait plus de médias. Il y a des médias, c'est certain, je pense à la Plume de Kanaki, à des choses comme ça, mais un vrai média qui soit vraiment le pendant des Nouvelles-Calédoniennes ou d'ActuNC, il n'y a personne qui répond et il n'y a personne du côté kanak. Donc, former les jeunes aux médias écrits, aux web médias, moi, ça me touche, ça me tient à cœur, ça. Et je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'autres médias, qu'il n'y ait pas un média aussi reconnu que les Nouvelles-Calédoniennes, mais qui soit fait par les Kanaks. En dehors de la voix de Kanaki. Ouais. Et la voix de Kanaki, elle n'est pas lue par tout le monde. Il faudrait que le prochain média, il soit lu par tout le monde, qu'il ait les mêmes lecteurs que les Nouvelles-Calédoniennes, que ActuNC, des gens qui sont intéressés, qui aillent lire. Voilà, donc ça reste en mémoire. Et puis, de toute façon, d'ores et déjà, le site Présence Kanak, il est géré comme un web média. Il a sa propre ligne éditoriale. Il a des contributeurs, des thèmes, un agenda. Aujourd'hui, Marinka, elle est passée rédactrice en chef. Ça fait plusieurs mois que je la forme. Et au fur et à mesure, on formera d'autres personnes. Et c'est aussi une nouvelle façon aussi, une façon de s'adapter aux nouveaux modes de communication, être présent sur le web. Exactement. On essaye de tout mettre à l'écrit en s'adaptant aux nouveaux modes de communication, notamment les plus utilisés par les jeunes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, la page LinkedIn. Moi, quand j'ai commencé sur LinkedIn, il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait LinkedIn.
Déjà par rapport à ma génération, il n'y en avait pas beaucoup. Et une fois que Claudia a créé notre page LinkedIn, on a été surpris de voir qu'on a eu beaucoup d'abonnements, beaucoup de j'aime, etc., etc. Donc, on a vu en fait que notre travail, ça apporte du sens, tout simplement. Et en quoi est-ce important de rendre la société Kanak visible sur le web? Tout simplement pour montrer qu'on existe et qu'on n'est pas qu'un cercle fermé, au contraire. En fait, notre culture, elle peut paraître figée pour les étrangers, mais la diversité de nos modes d'expression fait en fait sa richesse. Notre vision, elle est unique et c'est vrai qu'elle est proche de beaucoup d'autres peuples autochtones, mais notre monde spirituel n'est pas accessible à tous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas le partager, mais tout simplement toujours dans le respect, la bienveillance et surtout l'humilité. Ouais, puis je pense que pour l'ouverture à l'international, raconter ce qu'est vraiment la société kanak, c'est vraiment important. Pour moi, c'est aussi sortir de ce regard néocolonialiste, un petit peu nombriliste qui est imposé en Nouvelle-Calédonie. Sérieusement, hein, moi, quand je lis des posts sur les réseaux sociaux qui affirment que les Kanaks sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie, et je cite même en voie de disparition, moi j'hallucine quand je lis des choses comme ça. Quand j'entends parler de politique d'inclusion de la société kanak, je fais des bonds aussi. Parce que la population kanak aujourd'hui, elle représente quand même plus de 40% de la société. Et ça, on ne peut plus parler d'inclusion à ce niveau-là. Je peux vous dire qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour avoir rencontré la consul d'Australie il y a 2 ans et la consul de Nouvelle-Zélande, ils ne comprennent pas non plus qu'on demande, qu'on souhaite inclure, qu'on parle d'inclusion pour la société kanak. Elle est là, elle est présente. Donc il faut aussi, il faut le rappeler ça. Et puis en plus, rendre la société civile kanak visible sur le net, c'est aussi la rendre visible ici au pays. Ça c'est bête, mais dans l'esprit des gens, c'est oh oui, mais on parle pas d'eux à la télé. Ah oui, mais on trouve rien sur eux sur le net. Maintenant, ça va y être. Maintenant, on va en parler, on en verra plus et on pourra plus dire que ça n'existe pas parce que c'est tellement facile de faire l'autruche, tellement facile de ne pas vouloir voir que la société civile kanak, elle est présente, elle est construite et elle est bien, pour moi, à mon sens, elle est aussi bien construite que n'importe quelle société occidentale. Puis elle est bien ancrée dans son époque et depuis bien plus longtemps. Il faut le dire, il faut le raconter. Sonia, tu veux réagir? Oui, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré en fait à l'association Présence Kanak. Hein. C'est le fait que le site Présence Kanak, justement, il permet qu'on nous voie par nous, en fait. Et je pense que c'est important qu'on puisse se présenter soi-même et qu'on arrête de laisser les gens nous présenter, dire qui on est. En fait, on a besoin de se présenter pour qui nous sommes et voilà. Qui nous sommes vraiment. Et ça, il n'y a que nous qui peut le faire, personne d'autre ne peut le faire à notre place. Alors, quelle dimension de la société kanak vous mettez en avant en particulier sur le site? Sonia, je te laisse répondre. Oui, alors beaucoup de portraits. Pour moi, c'est important pour inspirer la jeunesse kanak et aussi pour informer les autres communautés qu'on est bien présent, qu'on est là, qu'on est occupé à construire notre pays dans nos domaines respectifs pour nos enfants, mais aussi pour eux, pour tous les autres qui sont là, nos frères et nos sœurs, pour qu'on puisse vivre en harmonie les uns avec les autres, en reconnaissant surtout la force qui existe dans nos différences, en fait, et nos particularités. Voilà. Oui, puis des portraits, je pense que c'est vraiment intéressant de mettre en avant les portraits, tout simplement pour la société calédonienne en général a été construite en grande partie aussi par les Kanaks, et ça, on ne le dit pas. C'est important que la jeunesse sache qui a construit ce pays. Un exemple tout simple, il y a des personnes aujourd'hui qui croient, et je ne dis pas qui pensent sciemment, mais qui croient que Jacques Lafleur a créé le RPCR en Nouvelle-Calédonie, alors que c'est Dick Kukewé, c'est un Kanak. Un exemple simple, ouais. Alors, comment vous sélectionnez vos productions, les productions que vous mettez en avant sur le site? Alors, jusqu'à présent, la ligne éditoriale, c'était simple. Elle était axée sur les portraits, sur les ouvrages, sur la présentation des institutions et des savoir-faire. Donc ça reste le fond. Et ça a mis beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de choses à raconter. Cette année, on souhaite présenter autrement. On souhaite présenter les associations du pays qui font un travail remarquable et puis en plus qui sont
On sait que quand il y a une association, c'est que les pouvoirs, les institutions, les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Mais ici, c'est tellement communautaire, ça fait tellement partie de la vie communautaire qu'une association a toute sa place. Donc, on veut en parler, on veut les présenter. Et puis, on aimerait aussi aller plus loin dans la présentation des artistes afin de participer au souhait de Louis Mapou quand il a dit qu'il aimerait créer Calédonia 3000. En fait, le travail, il est énorme. Il y a encore plein de choses à dire, il y a encore plein de choses à raconter. On a plein de portraits encore qu'on n'a pas fait. Moi, il y a des jours, j'ai le vertige. On n'a pas encore parlé de Paul Naoutine, de Marie-Claude Chibaou, on n'a pas encore parlé de Makat Wenewa, qui quand même était, je le rappelle, le premier architecte kanak et qui a fait beaucoup de choses. Moi, je m'en souviens, il a quand même travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque le plan Jorédier, qui est devenu ensuite le plan Habitat Tribal, qui a aussi travaillé sur le centre Chibaou. On n'a pas parlé du père Apikawa, on n'a pas encore présenté les partis politiques. Donc, on a bien sûr une ligne éditoriale qui reste le fond, présenter les ouvrages, les portraits, la présentation des institutions, les savoir-faire. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, je vais laisser la parole à notre rédactrice parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette ligne qui, à mon avis, le fond, il va continuer notre vision, elle avance au fur et à mesure, mais je pense qu'on n'a pas encore la mesure de l'ampleur de tout ce qu'il y a à publier, de tout ce qu'il y a à mettre en avant. Oui, on a énormément de sujets. Et par exemple, sur LinkedIn, j'essaye de contacter des personnes, par exemple, qui travaillent dans la technologie, dans divers domaines. Et en fait, le plus gros problème, c'est que nous ne sommes pas assez pour récolter toutes les informations et les publier. On manque énormément de bras. Donc voilà, c'est un petit appel aussi pour les personnes. Un appel à contribution. Oui, s'il vous plaît, aidez-nous. Alors, nos principaux contributeurs, donc on a des enseignants, on a des auteurs, des actifs en majorité kanak, mais voilà, on est en constante recherche de contributeurs. Qu'ils écrivent en français ou en langue, c'est pas un problème. Juste, voilà, moi j'essaye de les approcher en douceur, hein, pour pas leur faire peur, parce que moi aussi je suis passée par là. J'avais très très peur, même mes parents ne savaient pas que j'écrivais, voilà. Et en fait, ben voilà, à un moment donné, il faut sauter le pas. Et maintenant, moi, j'ai plus peur d'aller vers les gens et de leur expliquer notre ligne éditoriale et d'essayer de leur donner confiance, en fait. Donc, vous gérez toutes les trois, le site, l'association, mais vous êtes aussi contributrice, si je comprends bien. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que Présence Kanak, c'est par les Kanaks, pour les Kanaks? Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais par les Kanaks, d'abord pour notre jeunesse et toutes les personnes intéressées par notre culture. Voilà. Quelques très rares exceptions, seuls des Kanaks écrivent sur Présence Kanak. Le narratif, il doit être fait par les Kanaks. Il est temps que cela se fasse ainsi. Enfin, comme l'a dit un jour Christiane Wanessi, qui est membre du bureau, elle a dit un Kanak ne voit pas la poule de Yengen comme un métropolitain. C'est ça qu'il faut raconter, comment nous on la voit. Alors maintenant, oui, c'est par les Kanaks. C'est pour les Kanaks d'abord, bien évidemment. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, hein, on a des statistiques, l'électorat, il est majoritairement Kanak. Et ça, depuis le début. Pas que depuis le début de l'année, mais depuis le début. Alors, ce sont souvent des étudiants, de jeunes actifs aujourd'hui. Moi, je n'oublie pas que c'était quand même la première cible de lecteurs qu'on voulait, la jeunesse. Au tout début, sur le site, le blog, c'était beaucoup plus d'enseignants, chercheurs, auteurs, journalistes. Mais voilà, c'est très motivant de voir que c'est d'abord les Kanaks qui viennent et qui se réapproprient. Puis la prochaine étape, c'est que les papas et les mamans s'intéressent et viennent voir un peu le site. Oui, ben moi, je rejoins Claudia et Marinka. Hein. Parler kanak, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est à nous de tenir le stylo et d'écrire notre histoire ou nos histoires. Le destin de notre peuple est entre nos mains. À proprement parler. Et si seulement on s'en rendait compte, c'est déjà la première chose. Hein. Les distractions peuvent très vite nous embarquer vers l'extinction et la disparition de notre culture qui est aujourd'hui vivante. Et Présence Kanak, je crois, je pense, contribue à cela.
Alors, quel bilan tirez-vous des politiques menées ces 30 dernières années en faveur de la valorisation et de la promotion de la culture kanak? Moi, je dis qu'on ne peut pas nier tout le travail qui a été fait au niveau culturel, il est colossal. Hein. N'oublions pas que le kaneka, c'est quand même, c'était une volonté, ce nouveau genre musical de Jean-Marie Tjibaou, qui a été bien mis en avant ces 30 dernières années. Après, maintenant, je ne suis pas une experte, mais moi, il me semble qu'il y a assez de diplômés et d'artistes au pays pour que ce soit eux qui s'occupent de la valorisation de la culture kanak et non plus des métropolitains. Oui, moi aussi, je me joins à Claudia pour dire que beaucoup de choses ont déjà été faites par les autorités institutionnelles, coutumières, toutes ces 30 dernières années, c'est certes sale. Mais dire que ce qui a été fait est suffisant, ce serait se mentir à soi-même, en fait. Aujourd'hui, les temps ont changé, les défis que nous vivons aujourd'hui pour garder notre culture, pour maintenir notre culture, sont sans pareil. Notre culture se bat contre la mondialisation, l'individualisation des peuples, et nous devons avancer avec le temps, mais maintenir notre authenticité, notre originalité, qui nous sommes, notre identité. Et ça veut dire se réinventer tout en restant kanak. Et pour faire tout ça, on doit parler, se voir, se raconter, échanger entre nous, communiquer. D'où l'importance d'avoir des références comme Présence Kanak et d'autres médias qui ont la même vision, en fait, qui contribueront à ça, justement. Selon vous, on n'a pas assez d'espace où on peut se rencontrer et échanger? Il y a certainement des espaces maintenant, des espaces ouverts où tout le monde peut se sentir suffisamment à l'aise pour être soi-même sans avoir à se plier à ce que les autres veulent entendre ou parce qu'on a peur de dire certaines choses. Et ça, je pense que c'est important de quand on dit libérer la parole kanak, c'est d'être vrai dans ça, en fait. Je pense qu'il faut plus d'espace où on peut dire les choses vraies sans se sentir dévalorisé parce que la majorité pense autrement. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà, c'est ce que je pense, Oui. en tout cas. En fait, parler sans filtre sans que l'autre se sente visé et exclu. Oui. Voilà, c'est ça. Et je pense que le fait que Présence Kanak permette aux Kanak de s'exprimer par eux-mêmes et leur donne justement cette plateforme pour le faire sans qu'on ait un diplôme d'expert dans tel ou tel domaine. Je pense que ça, c'est important aussi parce que la pensée Kanak, c'est quoi en fait? C'est pas juste la pensée d'un expert. Je pense que l'expert, il fait ses conclusions à partir de pensées de personnes comme moi ou comme monsieur et madame tout le monde, kanak, bien sûr. Voilà. D'accord. On arrive presque à la fin de l'interview, mesdames. Je vais vous poser 2 questions et vous répondrez à celle qui vous inspire le plus. Donc, la première, c'est quelle est la place de la société kanak dans la société calédonienne? Et la seconde, c'est quelle est la place de la société calédonienne dans la société kanak? Donc, vous avez le choix, soit l'une des deux, soit les deux. Alors, moi, ça va être les deux, ça va être simple, des images très simples. La société kanak dans la société calédonienne. La société kanak, c'est le pilier central de la case, tout simplement, puisque sans elle, il n'existe pas de société calédonienne. Pour la seconde question, la place de la société calédonienne dans la société kanak. Pour moi, la société calédonienne, c'est comme la flèche fêtière sur la case. Donc, ça fait partie d'un signe identitaire qui nous guide et qui participe à notre évolution et qui fait partie de la partie visible du coup de l'iceberg. Alors moi, les deux m'inspirent également. Je crois que la société kanak, elle est définitivement au centre. Pour moi, la société calédonienne, j'en parle d'autant plus que je me sens à l'aise en ça. Je suis, comme je suis une métisse diluée. La société calédonienne, elle n'aurait pas le visage qu'elle a aujourd'hui sans la société kanak. Et moi, j'ai en souvenir 2 petites choses. Il ne faut pas oublier les petits crayons au niveau politique. Ceux qui, au Congrès, au tout début, grâce à qui, dans les années 50, levaient leurs crayons pour voter les lois pour la création de la CAFAD, du FSH, toutes ces institutions qui font la société calédonienne aujourd'hui. Puis j'oublie pas non plus le travail des églises du pays, des associations. J'ai un jour un homme politique qui m'a dit sans les églises en Nouvelle-Calédonie, les églises et puis les églises tenues par les Kanaks
la Calédonie n'aurait pas du tout le même visage. Je suis vraiment d'accord avec lui. Ensuite, pour moi, la société calédonienne entière, elle est à l'intérieur de la société kanak. Elle en est tout à fait consciente. Hein. J'en ai encore discuté avec des anciens, des vieux, comme on dit ici, les vieux caldoches. Et il y a eu un changement ces 30 dernières années au pays. Ce sont les arrivants des 30 dernières années qui ont très peu de connaissances sur l'histoire du pays, qui ne se retrouvent pas, qui ne trouvent pas leur place ici. C'est à eux de se renseigner et de venir vers nous. Ils ont un peu trop tendance à croire que la Calédonie, c'est que Nouméa, c'est comme quand on est en France. Paris, c'est pas la France. Nouméa, c'est pas la Nouvelle-Calédonie. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est eux qu'on entend. Qu'on entend dans les médias, qu'on entend un petit peu partout. Donc, la société calédonienne, elle est bien au centre de la société kanak. Et on a plein d'us et coutumes, plein d'habitudes dans les familles calédoniennes qui viennent de la société kanak. Oui, en fait, j'aime bien les réponses de mes deux collègues là. Je dirais que la place de la société kanak dans la société calédonienne est obligatoirement d'être au premier rang. C'est-à-dire que, comme Claudia le disait tout à l'heure, c'est vrai que la Calédonie ne serait pas la même sans la société kanak. En fait, on fait ce qui nous différencie du monde entier. On est ce qui nous différencie du monde entier, en fait. Tout comme la Nouvelle-Zélande ne serait pas la Nouvelle-Zélande sans les Maoris. Voilà, c'est exactement la même chose. Et je pense que le fait de comprendre ça, de comprendre l'importance de la place de la société kanak, c'est comme ça qu'on obtiendra la paix et la joie dans nos relations. Ça bannira toutes les rivalités culturelles et communautaires aujourd'hui encore existantes. Et je pense que c'est ce qu'on souhaite pour nous, pour notre peuple aujourd'hui. Vous pensez, c'est une dernière question, est-ce que vous pensez en fait que le fait qu'on n'ait pas assez de reconnaissance vis-à-vis de la culture kanak, c'est à l'origine de toutes les tensions que connaît le pays? Je dirais plus que c'est une partie de la population qui ne reconnaît pas la société kanak parce qu'elle ne la connaît pas, elle ne sait pas qui elle est. C'est à cause de ça qu'il y a ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. C'était douloureux, c'était difficile avant, il n'y a pas de souci. Mais il y avait, même si ça, comme on va dire, comme on dit ici, même si ça gueulait, même si ça bataillait, il y avait de la communication, les choses passaient. Les choses étaient dites, étaient entendues. Et depuis, moi, je l'ai vu encore plus ces 20 dernières années en partant régulièrement parce que, voilà, en étant expatrié et en revenant, il y a une incompréhension de la société calédonienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompréhension de la société kanak. Et ça a créé des problèmes je suis désolée, même si c'était compliqué, on ne peut pas renier 84, on ne peut pas renier les événements, on ne peut pas renier 75, on ne peut pas renier tout ça. Mais il y avait... Avant, ça se passait entre Calédoniens. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Attention, il n'engage que moi. Mais il y avait une connaissance de l'autre quand même, que les nouveaux arrivants n'ont pas la connaissance. Et eux, ça pose problème. Oui, voilà, je pense que c'est la peur, en fait, la peur de l'inconnu, parce qu'on ne connaît pas, peut-être on ne vient pas à la rencontre du peuple kanak. Peut-être que Présence Kanak, justement, permettra à d'autres personnes qui n'ont pas suffisamment de connaissances sur le peuple kanak ou qui ne savent pas qui sont ces gens, enfin, qui ne nous connaissent pas, en fait. C'est bizarre, je parle à la troisième personne là. Enfin, bref, qui ne nous connaissent pas, en fait, de voir qu'à la fin, en fait, on est tous les mêmes, on est des êtres humains et je pense que la première barrière, c'est tous les stéréotypes qui ont été mis en place, utilisés pendant toutes ces années, en fait, qui continuent de nous poursuivre aujourd'hui et qui exercent cette pression sur le peuple kanak, mais aussi sur ceux qui ne connaissent pas, puisque du coup, ça les empêche de venir. Et moi, j'en ai des exemples tout le temps quand j'ai des amis ou des personnes que je rencontre et qui disent « Ah, mais je savais pas que… Je suis impressionnée de voir que vous êtes… de ressentir tout ça, alors que ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'ils vivent en Nouvelle-Calédonie. » Donc, voilà, pour moi, c'est important de Présence Kanak, ça nous permet aussi de la proximité avec ceux qui peut-être n'ont pas encore suffisamment de courage pour en venir nous voir. Ben voilà, c'est une manière de s'approcher d'eux et puis peut-être leur permettre de bâtir des ponts pour les faire venir physiquement plus tard. Voilà. Ça me fait penser à cette dernière question. J'ai interviewé un jour des familles de Globetrotters qui avaient décidé de venir en Nouvelle-Calédonie pour vous dire le décalage qu'il y a. Et avant qu'ils partent, on leur a dit « Vous allez en Nouvelle-Calédonie, mais vous savez, là-bas, c'est des sauvages. »
textuellement. C'est dur, les Kanaks, vous allez voir, c'est vraiment des sauvages, ça se passe pas bien et tout, il y a beaucoup de violence. Ils sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, donc ils ont déjà posé leur valise à Nouméa. Et là, pareil, ils avaient une envie, c'était de connaître la population. Et eux, ils avaient envie de connaître la population autochtone. Et là, pareil, les amis qui les avaient hébergés sur Nouméa, ouais, vous voulez rencontrer des Kanaks, mais c'est des sauvages, vous vous rendez pas compte, ils sont violents. Tous les clichés qui sont là depuis une trentaine d'années. Ils ont fait fi de tout ça et ils sont partis s'installer à Lifou. Ils étaient partis pour 1 mois, ils y sont restés 6 mois. Et à la fin de l'interview, la maman m'a dit, notre fille, de toute façon, quand on a quitté Lifou, elle nous a dit, vous m'avez enlevé de chez moi, mais quand je serai grande, je retournerai chez moi et chez moi, c'est Lifou. Et elle m'a dit, moi, j'ai pris la plus grosse claque. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on a quitté la Nouvelle-Calédonie, qu'on a quitté Lifou. On a été accueillis à Lifou comme jamais on a été accueillis dans le monde et on a visité des pays. Moi-même, jamais je ne dirais à une personne, venez entrer dans ma maison et je vais vous expliquer qui je suis et comment je vis. Elle me dit, mais juste ça l'a bouleversée, ça a changé toute sa vie. Elle a un regard aujourd'hui totalement différent, non seulement sur la société kanak, mais sur l'être humain en général. Et si nous, de notre côté, juste en présentant qui est la société kanak, qui la constitue, mais montrer que les gens sont des gens qui sont intelligents, qui sont bons, qui sont spirituels. Il ne faut pas oublier qu'un des fondamentaux de la société kanak, c'est la spiritualité, que c'est un peuple premier. Et un peuple premier, ça ne veut pas dire c'est les premiers arrivés, ça aussi, mon Dieu. Non, un peuple premier, ce sont les peuples autochtones. Il y a une histoire derrière. Quand les gens auront compris ça, ceux qui viennent ici, ils viendront en paix. Et ils viendront avec une envie d'apprendre de la société kanak. Alors, si avec notre petit site, avec notre petite association, on peut donner envie à ces personnes-là de venir se nourrir des connaissances du peuple autochtone qui est la société kanak, on aura réussi, même si c'est que 10-15 personnes. Eh bien, mesdames, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Claudia Rizet, merci Sonia Otéré, merci Marine Katabi de nous avoir présenté Présence Kanak, merci de nous avoir présenté ce beau projet et surtout merci à vous car depuis le 11 avril, la pause décoloniale est diffusée sur votre site. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt et merci. À bientôt. Valétie, au revoir. Au revoir. Voilà, c'était une interview enregistrée le 30 avril 2022. Merci encore à Claudia Rizet, Sonia Otéré, Marine Katabi de nous avoir présenté Présence Kanak. Donc Présence Kanak, c'est donc l'initiative de femmes du pays qui partant du constat qu'une bonne partie de la jeunesse kanak méconnaît ou ne connaît pas son histoire, a souhaité collecter, centraliser, diffuser tout ce qui a trait à la société et l'identité kanak. Présence Kanak rend visible la société kanak sur le web, une ouverture vers un public accoutumé aux nouveaux modes de communication et une ouverture à l'international. Présence Kanak affirme notre existence en tant que peuple kanak ici au pays et au-delà de nos frontières. Présence Kanak, c'est l'espace narratif des Kanaks. Leurs plumes, leurs voix racontent leur histoire et c'est sans doute le point central de ce web média. Ne plus laisser le regard néocolonialiste nous dire et dire au monde entier qui nous sommes. À nous de raconter qui nous sommes, à nous de décoloniser la narration de notre histoire. Présence Kanak, c'est clairement une initiative engagée contre la propagande institutionnelle, médiatique qui sert la vision néocolonialiste. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que le nom de ce blog fait l'écho à l'ouvrage La Présence Kanak, ouvrage qui regroupe des interviews accordées par Jean-Marie Tjibaou à travers le monde et qui nous présente une pensée ouverte sur l'universel. Mara, relever la tête, c'est ce que disait Jean-Marie Tjibaou. Continuer à relever la tête dans ce pays, c'est notre seul recours de survie dans notre pays où le processus de décolonisation est un long chemin parsemé d'embûches. Voilà, c'est la fin de notre 7e édition consacrée à Présence Kanak, le web média des
et pour les Kanaks. Merci à l'équipe de la pause décoloniale. Merci à Radio Jido pour la diffusion de cette 7e édition qui sera podcastée sur notre chaîne YouTube et sur le site Présence Kanak. Quant à moi, je vous retrouve le 2 juin à 13h30, toujours sur Radio Jido. Alors, ce sera une édition spéciale où l'équipe de la pause décoloniale fera un débrief des éditions passées. Une façon pour nous de toujours préciser le cadre de notre émission et de préciser le choix des thématiques. En tout cas, je ne serai pas seule. Vous aurez l'occasion à cette édition spéciale de faire la connaissance de 2 membres actifs de la team, Stéphanie Coulon et Anaïs Douong-Pédika. À bientôt!